Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, je suis présentement avec Patrick Roy. Bonjour tout le monde. On est présentement au Mexique à la semaine de formation avec du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Puis Patrick, c'est quelqu'un quand même que je connais depuis une bonne dizaine d'années. On a fait quelques semaines dans le sud ensemble de formation. Puis on a développé une belle relation. Et je trouve son histoire vraiment intéressante. Entre autres, vous allez voir, pour vous tenir en haleine, son bon coup, là, assez spécial, la façon qu'il a fait l'acquisition de cet immeuble-là. Donc, Patrick, peut-être tu pourrais te présenter dans de minutes. Oui, sans problème. Moi, je suis surtout actif en immobilier, entre autres à Québec, principalement. Je suis chanceux de vivre de l'immobilier, je dirais, depuis déjà une douzaine d'années que je suis là-dedans à temps plein. J'étais ingénieur de formation, puis après une dizaine d'années de carrière, j'ai fait le grand saut, comme on dit. Puis, t'es rendu à combien de portes là, présentement, environ? Écoute, j'ai de l'association un peu à travers, j'ai l'équivalent tout près de 200 portes, puis à moi seul, ça revient à peu près 120 portes là, quand même. Là. Ouais, mais quand même, en partenariat, certains partenariats, certains seuls, près de 200 logements. C'est quand même une bonne expérience. Hein? Et puis, quand tu as commencé en quelle année? Mon première acquisition, c'est en 99. Première acquisition. C'est intéressant. Avant de ta première acquisition, c'est quoi qui a fait que tu t'étais intéressé à l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait de me dire, OK, moi, je m'en vais dans l'immobilier? Premièrement, c'est quoi tu faisais avant? Oui, j'étais ingénieur de formation, donc j'ai travaillé dans chargé de projet pendant une dizaine d'années. Donc, curieusement, moi, c'est un planificateur financier qui m'a allumé la lumière sur, pas l'immobilier, parce que je pense pas que c'est ce qu'ils veulent à la base, mais plutôt l'économie monétaire qu'on doit économiser annuellement pour essayer de planifier une retraite décente. Tu avais rencontré ton planificateur financier, puis là, tu as dit, OK, moi, qu'est-ce que ça me fait à ma retraite? Effectivement. Là, il t'a donné un chiffre magique. Oui, bien écoute, je me retiens un peu ce chiffre-là. Il fallait que je trouve, écoute, en étant en cadre, c'est plus difficile des fois d'ajuster un peu ses salaires annuellement, mais en tout cas, j'ai retenu un chiffre de 8 000 exemple, qu'il fallait que j'économise après impôt de côté annuellement pour arriver à un montant X à la retraite, à un âge décente. Là. Alors, je ne peux pas faire vraiment d'heures supplémentaires, j'en faisais déjà amplement, mais je n'étais pas vraiment payé pour. Alors, je dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes options? C'est ça qui arrive, hein? Un emploi, c'est vraiment c'est des revenus qui sont linéaires là, versus... Oui, c'est ça. On négocie notre salaire annuel, mais il n'y avait pas beaucoup d'options, pas de commission, pas rien, des choses comme ça possibles pour essayer d'aller chercher ce 8 000 $-là. Puis, c'est vraiment ça qui m'a stimulé à aller voir qu'est-ce que je peux faire. J'ai essayé de voir différentes options. Puis quand j'ai vu qu'en achetant un immeuble, quand je dis juste un immeuble, c'est le quadruplex que j'ai acheté, que j'ai habité, le premier en 99, que juste en capitalisant mon 8 000 $ à peu près par année, je venais de régler ma retraite avec un immeuble. Je dis, mon Dieu, c'est puissant quand même l'immobilier, là, en réalisant ces choses-là. Donc, ça, c'est avec un quadruplex. Est-ce que ça a été ta première acquisition? Ça a été ma première acquisition. Je n'avais pas l'intention nécessairement de vivre de l'immobilier éventuellement. C'était juste dans le but de planifier une retraite à ce moment-là. OK. Puis ton premier achat de multilogement, ça a été quoi? Ça a été 2-3 ans plus tard, quand j'ai réalisé que, bon, les baux, les locataires, un peu être dans le bain un petit peu, que c'était pas sorcier du tout à gérer. Puis ça a été un 6 logements que j'ai acquis à Limoilou, à Québec. OK. Puis je me suis mis à analyser beaucoup les immeubles sur leur rentabilité, puis je suis allé sur un rentable. Mais qu'est-ce qui a fait que... On t'a parlé de planificateur financier, mais là, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à l'immobilier? Est-ce que pas lui quand même t'a dit « m'en va-t'en vers l'immobilier ». Y a-tu un livre, un mentor, y a-tu quelque chose qui... J'ai effectivement lu un livre, je me suis même intéressé à l'immobilier avant d'acheter, puis j'ai malheureusement pas le titre. J'avais lu, c'est un livre dans 1900, je pense 83, 85, ça avait été écrit, c'était pas le même marché. C'est un livre américain. Mais quand même, le principe de base de l'immobilier restera toujours le même. C'est un peu le bras de levier, un peu là, sur qui paye les paiements pour en arriver à une économie en capitalisation, reste le même. Puis ça m'a fait vraiment éveiller là, le potentiel à ce niveau-là. Oui, c'est par une lecture, là, puis... fait que là, bon, tu as fait l'acquisition de ton Plex. Par la suite, tu as acheté ton premier 6 logements à Limoilou. Comment ça s'est présenté à toi? T'as-tu cherché ou... Oui, effectivement. À l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais on parle des début 2000, il y avait encore les fameuses
les briques là, de gestion immobilière, là, les courtiers. Là. Alors, Juste mettre en contexte les gens, je me rappelle, en tout cas, moi, j'ai commencé le courtier en 2004. Puis, dans la première année, je me rappelle encore, il y avait un gros bottin. C'était vraiment, là, les courtiers, les agences immobilières recevaient ça toutes les semaines. Et puis, ils mettaient ça dans le salon, qu'on recevait les clients et tout. Et là, les clients venaient, puis on feuilletait le bottin MLS. On réussit à en avoir chez nous, les vieilles versions. Et bien, imagine, une fois par semaine, c'était mise à jour. Et la première journée que ça rentrait, tout le monde se garachait dessus. Écoute, c'était vraiment... ça a changé pas mal. Mais l'Internet, quand même, en 2004, a été à commencer. Les sites étaient tous sur le web, mais encore beaucoup de monde qui travaillait avec ça. Mais ça m'avait marqué. Il y avait beaucoup d'informations parce que c'était des tableaux comparables. Puis, côté rentabilité, tu fais quand même... C'était fonctionnel. Oui, effectivement. Alors, c'est de cette façon-là, en feuilletant, un peu comme un listing d'aujourd'hui de courtier, là, en regardant ce qui était à vendre puis en comparant. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier immeuble. Puis même le deuxième immeuble, ça a été comme ça. C'est des listings. J'étais quand même pas tant proche de l'immobilier encore, mais je m'intéressais, mais c'était pas mon occupation principale. Donc, j'y allais un peu avec les disponibilités que j'avais, avec les contacts que j'avais, qui étaient. Fait que là, à ce moment-là, pour ta mise de fonds, tu avais refinancé ton plex, ta maison pour commencer à acquérir des fonds. Oui, déjà, effectivement, le bras de levier devait servir déjà après 2-3 ans. Les montées en valeur dans le début 2000, ça prenait quasiment 20 par année. La première mise de fonds qui a roulé, c'est-à-dire peut-être ta maison que tu as financée pour acheter ton plex, puis ensuite la même mise de fonds que tu avais, l'équité que tu as développée sur ton plex a permis d'acheter ton 6 logements? Effectivement, l'équité que je suis allé chercher, oui, parce que même le premier achat, j'avais des mises de fonds de 5 avec des remises en argent. J'avais acquis avec vraiment pas beaucoup d'argent non plus, mais c'était vraiment l'équité que je suis allé chercher après 2-3 ans. Ensuite, l'autre achat que tu as fait par la suite, c'est? Ça a été, comme je disais, deux fois un 6 logements, puis pas longtemps après, l'année 2005, fatidique pour moi, approchait aussi. C'est là que je m'étais dit, j'avais déjà 2-3 immeubles, j'ai dit, mon Dieu, c'est le fun, l'immobilier. J'aimerais ça me lancer potentiellement dans ça. OK, ça fait que là, tu songeais à ce moment-là. C'est qu'au départ, ton plan, c'était vraiment un plan de retraite pour remplacer, pour aller chercher ton fameux 8 000 par année de côté pour pouvoir avoir une retraite pour maintenir ton niveau de vie. Par la suite, en étant dans l'immobilier, tu as pris goût à ça, c'est pas si compliqué, locataire. Là, tu as vu l'effet levier qui a travaillé pour toi sur ton plex, qui a permis d'acheter 6 logements, un deuxième 6 logements par la suite. Oui, puis j'avais acheté un 15 aussi entre-temps. Je travaillais encore à ce moment-là, fait que j'avais un petit actif quand même intéressant. Puis, tu as commencé à songer à... Là, j'ai commencé à vraiment réaliser le potentiel incroyable quand même de l'immobilier à long terme. Puis je me suis dit, l'occasion se présente, parce que j'étais quand même passionné avec mon emploi, mais j'étais déchiré un petit peu. Là. Mais ça a été une très grosse décision quand tu as passé combien d'années à l'étude, finir avec un bac, puis tu es ingénieur, puis là tu te mets tout ça de côté pour... Tu lâches ta job, puis je me lance à l'immobilier. Honnêtement, ça a été une grosse décision là, que j'ai prise. Ingénieur, justement, la personnalité des ingénieurs, des gens qui aiment assez des choses structurées, assez planifiées. Donc, c'était quand même... Effectivement. Fait que le gros move s'est fait en 2005 de mon côté. L'occasion s'est présentée. J'ai décidé vraiment de me lancer à temps plein en 2005. Puis, ça prenait un plan de match. Puis, le plan de match, de mon côté... j'avais acheté mon quadruplex, mon fameux premier quadruplex, qui m'a quand même servi de tremplin, là, je vais le raconter. C'est que je l'avais acheté, la personne qui le vendait, le vendeur était en train de le vendre par unité de condo. OK. Puis moi, il était dans ses débuts de travaux, je l'avais rencontré, il y avait d'autres occasions ailleurs, lui, ça faisait son affaire de vendre, donc j'avais acheté tel quel. Par contre, je dis, les condos, j'étais stratégiquement très, très bien placé pour le vendre en condo. Puis je me suis dit, écoute, je vais essayer ça. Première année, ça va être mon salaire. J'ai calculé, j'ai fait mes chiffres, j'ai fait ma vérification. Puis je dis, je vais commencer avec ça, puis je verrai la suite des événements. C'est ça mon année. Puis là, finalement, j'ai rénové cet immeuble-là. Tu as arrêté ton emploi. J'ai arrêté mon emploi. Tu as lancé à temps plein pour rénover les logements ou condos. Là, oui, effectivement. Parce que là, si on se comprend bien, c'est que là, ton plan à court terme était quand même de générer pas mal de cash flow parce que tu voulais remplacer ton salaire. Oui, effectivement. Okay. Effectivement. Puis remplacer ton salaire, avec là, à ce moment-là, c'est plus comme j'achète puis je vais faire de l'argent dans 5 ans ou dans 10 ans. Il fallait que ça paye. C'est une dynamique qu'il faut être conscient, effectivement. Dans mon cas, c'était mon premier projet de condo parce que j'en ai fait plusieurs. Ah, OK. J'en ai fait plusieurs
Par la suite, c'est ce que j'ai fait de 2005 jusqu'à 2012-2013, je dirais. Là, j'ai fait plusieurs transformations condos. Mais c'est vrai parce qu'à partir de 2011-2012, il a commencé à avoir les moratoires pour la conversion en condo. Puis ça devenait de plus en plus complexe. Aussi, les locataires qui faisaient partie, qui ont été aussi sont beaucoup plus instruits avec leurs droits, les lois, et ainsi de suite. Donc, un petit peu plus complexe. Oui, il y a aussi en 2012-2013, c'est là que les condos ont commencé à s'essouffler. Exact. Par la surconstruction. À Québec, ça a été affecté beaucoup par ça. Ouais. Donc, les dernières ventes que j'ai faites ont été beaucoup plus laborieuses. J'ai déjà vendu un triplex en 3 condos en l'espace d'1 mois et demi. Puis à la fin, ça a pris 1 an et demi, la dernière unité. Là. Le profit, le cash flow, j'ai senti que le monde n'était plus là vraiment. Pourtant, on offrait le même produit, un super beau produit. Mais j'ai su... Faut suivre le marché. Exactement. OK. Puis fait que là, par la suite, tu as généré du cash à court terme, mais là, ton plan, quand même, à long terme, est-ce que tu voulais te garder quand même c'est-à-dire que tu générais du cash flow avec les flips ou les conversions condo, et ensuite acheter des immeubles à long terme pour la retraite? Oui, moi, je dirais que j'ai acquis ça un peu grâce au club, un peu, là, avec M. Lépine. J'ai commencé à connaître le club dans ces années-là. Oui. Puis le principe d'accumuler des portes pour le long terme, parce que oui, le flip, moi, je l'ai fait depuis plusieurs années, j'ai adoré ça, mais c'est toujours à recommencer aussi, nécessairement. Ouais. C'est un revenu actif, je dirais même, il est moins passif. Donc, il faut provoquer les choses, il faut faire bouger les choses. Mais à long terme, c'était pas ma vision. Moi, à long terme, c'était d'accumuler des portes, justement, pour avoir plus le côté passif, puis éventuellement ralentir les condos ou autres activités. Donc, moi, c'est vers cette optique-là que je visais. Donc, en parallèle, pendant ces années-là, j'ai acheté des immeubles à revenus à côté, dont j'ai eu une association. J'ai même été jusqu'à acheter à Bécomo, sur la Côte-Nord. Okay. Oui, quand même. OK, puis ce qui me pose la question, justement, puis on avait parlé lors du dîner avant. Qu'est-ce qui fait que, pour toi, quand tu regardes un immeuble, c'est quoi qui est important? La rentabilité ou l'emplacement, ou la localisation? Je dirais, étant investisseur à temps plein, qui est un facteur important, oui. Je dirais que la rentabilité pour moi est très importante à la base, là, oui. Parce que si je ne retrouve pas l'équité ou la rentabilité ou la liquidité en arrière d'un projet, pour moi, c'est mon revenu principal. Okay, donc, c'est important qu'il y en ait. En faisant l'immobilier à temps plein. Donc, le MRN, là, la rentabilité de l'immeuble, pour moi, c'est la base, mais aussi, bien entendu, la localisation, qui est quand même très importante. Pour moi, c'est mon deuxième critère. Si je pourrais avoir les deux dans la même place, c'est vraiment primordial, mais si la MRN est là... Est-ce que tu vas sortir de ton territoire? Tu vas-tu aller en région pour aller chercher... Bien, dans mon cas, je pense que c'est assez clair. Hein? Je suis allé assez loin. À Bécomo. Oui, effectivement. Écoute, intéressant, Bécomo. On va tout de suite ouvrir la parenthèse là-dessus. Comment tu fais, en étant de Québec, pour avoir un immeuble à Bécomo, qu'on s'entend que c'est quand même plusieurs heures de voyagement? C'est quoi la structure que vous avez là-bas? Comprenez comment c'est arrivé à toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti à Bécomo? Moi, c'est mon associé actuel, dans le fond, qui m'a proposé des acquisitions là-bas. C'est pas un marché que je regardais nécessairement. Une rencontre dans le cadre du club d'investisseurs, justement, un investisseur qui avait à peu près les mêmes liquidités que moi à investir. Puis on avait un plan de match, mais il avait trouvé des immeubles qui étaient très, très rentables. Puis à ce moment-là, il y avait une incertitude dans le secteur avec l'économie locale, puis ça se replaçait. Donc, la rentabilité était là. Écoute, à Bécomo, la différence, c'est que ils ont quand même des bons revenus, les gens là-bas. Donc, en fait, oui, tu as raison, parce que Sept-Îles et Bécomo, les revenus mensuels pour un 4,5 sont le même prix qu'au centre-ville de Québec. Effectivement, c'est ce qui est frappant, mais les valeurs, par contre, des immeubles sont beaucoup moindres. Alors, écoute, on parle d'à peu près 2008, c'est pas si longtemps que ça. Une valeur à Québec d'un immeuble, ça se situe autour de 90 000 peut-être. 90 000, oui, par logement. À peu près par logement, par pas. Tandis qu'à Bécomo, quand on a fait l'acquisition, c'était même en bas de 60 000 la porte. Fait que tu étais à 60 000, 90 000, mais les revenus mensuels d'un loyer 4,5 étaient à peu près le même. Donc, la rentabilité était là nécessairement. Ouais. Donc, on a acheté des immeubles, c'était rentable. Puis c'est d'ailleurs grâce à cette rentabilité-là qui m'a permis de pouvoir me permettre un gestionnaire. Okay. Parce que là, on parlait de comment gérer à distance, mais c'est la clé d'avoir maintenu ces immeubles-là. C'est un gestionnaire à temps plein qui est de Bécomo? C'est plus, je dirais, un concierge gestionnaire qui est là-bas. Oui.
Puis écoute, j'ai la chance de aussi passer par un gestionnaire même de Québec qui complète un peu mon concierge là-bas pour la négociation. Et dans le fond, tu ne vas pas là tous les mois, on s'entend là-dessus. Non, on a quand même une rencontre rigoureuse à tous les mois avec gestionnaire et concierge, mais 2-3 fois par année, on descend à Bécomo pour s'assurer que tout fonctionne bien. Fait que ça force. Tu sais, des fois, c'est pas toujours l'idéal d'aller à distance. C'est pas toujours le conseil qu'on va donner aux gens, mais en même temps, ça te force à déléguer. Puis ça devrait vraiment sur le pilote automatique. Effectivement. Puis ça va te forcer à. Tu te dis, regarde, si la recette est bonne là-bas, elle peut peut-être être bonne ailleurs. Puis quand les opportunités sont bonnes, surtout dans des villes, c'est ça, comme cette île de Bécomo, que c'est important. La rentabilité est là, mais c'est des économies. Ça va selon l'économie, on s'entend là. Le plan Nord fonctionne, le plan Nord ne fonctionne plus, et là, ça a de l'impact. C'est l'économie, oui, exactement. Maintenant, si on recule en arrière, là, dans tout ce que tu as fait, est-ce que tu pourrais nous identifier un bon coup que tu as fait? C'est quoi ton meilleur coup au niveau des acquisitions? Bien entendu, j'ai fait quand même plusieurs bons coups avec mes condos aussi, parce que j'ai fait ça pendant quand même 5-6 ans, 7 ans, des transformations en condos. J'ai demandé de l'énergie, mais je considère quand même que c'est des bons coups, parce qu'on a eu plusieurs transformations, près de, je pense, une soixantaine d'unités de condos là, vendues quand même. Fait que ça a été super plaisant. S'il doit en retenir une dans tout ça, c'est une acquisition d'un 42 unités là, que j'ai fait, ça fait presque 5 ans. OK. 42 unités dans quel secteur? À Québec, Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, OK. En plein cœur de Québec. Wow, bien Puis, l'emplacement. curieusement, écoute, c'était un immeuble qui était sur le marché depuis à peu près 2 ans. Donc, c'était une négociation. C'était sur MLS? Il était sur MLS. Écoute, il a passé face à tout le monde, c'est sûr. C'est important ce que tu dis là parce que souvent les gens vont s'accrocher. Ah, moi, je cherche un pocket listing. Patrice, je veux être sur ta liste VIP. Dès qu'il y a de quoi qui sort, je veux être avisé rapidement. Mais quand on regarde là, dans nos transactions, souvent, puis tu sais, peut-être pas la majorité du temps, mais vraiment peut-être la moitié du temps, c'est des immeubles qui traînaient sur le marché depuis X nombre de temps. Puis, au départ, tu fais une offre, le propriétaire met son immeuble en vente, puis tu lui fais une offre au prix de valeur marchande, mais lui, il est toujours un peu plus haut, bien sûr. Puis, il n'est pas prêt à vendre, il n'est pas mûr. Puis, quand l'immeuble est là, au bout de, ben là, tu vois, dans ton cas, c'est un peu extrême, 2 ans, mais au bout de quelques mois, c'est plus ce que le propriétaire pense, c'est plus ce que le courtier pense comme prix. À un moment donné, c'est plus ce que l'acheteur pense. À un moment donné, après quelques mois, c'est le marché qui parle. C'est très bien placé pour le dire, effectivement, Patrice, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Là. Oui. Moi, je trouvais que l'immeuble était... Ils ont fait miroiter le vendeur, je dirais, le courtier, là, pendant un bout de temps. Puis moi, je me disais, ça se peut pas que quelqu'un achète ça à ce prix-là. En plus, il était en... Mais quand il est sorti, oui. Est-ce que tu as fait un offre tout de suite ou tu as attendu? Écoute, j'ai fait un offre. J'ai fait un offre selon mes calculs. Ça a donné que c'est un agent que je connaissais bien aussi. Puis il savait que j'avais un potentiel d'acheter cet immeuble-là versus la dynamique que j'avais. Puis, mais j'ai fait un offre quand même, honnêtement, mais j'étais hors de prix par rapport à... Tu sais, j'étais comme... Mais là, tu n'es pas entendu sur le prix? Non, mais il savait que j'existais. Tu comprends? Okay. J'ai fait une offre sérieuse, elle était écrite. Puis, pendant tous les 6-7 mois, on le relançait. Mais écoutez ça, l'autre histoire, là, c'est excessivement important ce qu'il dit là. Il était trop cher, mais il a fait son offre pareil. Puis il a montré son intention. Ça ne veut pas dire que tu dois tout de suite monter en enchère ou aller plus haut que le propriétaire. Mais juste le fait de faire une offre, c'est excessivement important parce que vous démontrez votre intention. Puis là, le courtier en place, lui, il va travailler le dossier. Puis au bout de quelques mois, si le propriétaire dit, écoute, ils vont dire, hey Patrice, écoute Pat, honnêtement, on a fait le tour. Je pense qu'on ne vendra pas à ce prix-là. Puis je suis vraiment sérieux dans mon intention de vente. On va baisser le prix. La première chose qu'on va faire en tant que courtier, c'est qu'on va rappeler les gens qui ont fait des offres. Pas les gens qui ont appelé et qui ont dit « Ah, ben c'est trop cher ». Les gens qui ont fait des offres tout de suite, parce que si on a 4-5 offres qu'on a reçues dans les dernières semaines, derniers mois, c'est ceux-là qu'on va approcher. Et c'est ce que tu as fait. Fait que toi, tu as relancé constamment des offres en maintenant je ne l'achalais pas non plus, mais parce que j'étais quand même loin. Mais on le relançait, je montais que j'étais présent régulièrement, effectivement. Ce qui m'a aidé aussi dans ce dossier-là, c'est que cet immeuble-là, il y avait des visites qui se faisaient, mais elles étaient laissées aller là, par un gestionnaire temporaire qui avait pas vraiment le don de louer, parce que juste ça rentrait dans l'immeuble, la présentation. Puis, écoute, était
je veux dire, esthétiquement, elle était en mauvais état. OK. Mais au niveau du bâtiment, il y avait eu beaucoup de rénovations et d'énergie à mettre. C'est que la structure, c'était bien. C'était très bien. Mais c'était laissé aller quand même. C'est-à-dire, on fait des ce grosses qui faisait- rénovations, puis après la suite, ils ont laissé ça aller. Up front, là, si je me permets l'expression, les gens qui rentraient là, ils reculaient par rapport à ça parce que c'était tellement mal géré que il y avait beaucoup de travail à faire, mais c'était plus superficiel quand même, le travail à faire. Puis avec un œil peut-être plus d'expérience, je voyais que c'était vraiment superficiel. Ce qui fait que, écoute, il y avait comme 20, il y avait plus que, il y avait à peu près 25 appartements de libre dans les faits. Sur 42. Sur 42, là. Fait que là, en appartant, pour moi, le problème, c'était, oui, c'est bien beau, là, OK, mettons qu'on s'entend, mais je peux pas acheter cet immeuble-là. Il n'y a pas une banque qui va vouloir me prêter de Non, l'argent. 50 de vacants. 50 Donc, de vacants. Là, à ce moment-là, mais juste pour revenir en arrière, c'est que toi, tu as fait plusieurs offres, à un moment donné, il y en a une qui a. L'autre vendeur, Ben, a dit, écoute, OK, on n'est pas loin de s'entendre. On n'est pas loin de s'entendre, puis Mais là, ton défi ça à rapproche. toi, c'était, tu dis, OK, quand Bon, même qu'on s'entend sur le prix, mon financement, ça Oui, va être effectivement. compliqué. OK. Et là, Et là, écoutez ça, tout le monde, c'est là que ça devient intéressant. Ben, il fallait être un peu créatif sur la façon de faire. Puis, écoute, on était à peu près à l'automne. Puis là, je me disais, bon, là, les renouvellements, on s'en vient, on sait que c'est pour le 31 T'as-tu un offre décembre. d'achat accepté à ce moment-là? Oui, j'avais une offre d'achat à accepter sur le prix. OK. Puis à ton prix que tu avais oui. fait il y a 2 ans avant, à peu Oh, près? non, ça n'avait pas bougé beaucoup, honnêtement. OK, là. parfait. Oui, un vendeur était rendu vraiment motivé. Excellent. Donc, il est vraiment, lui, il y avait d'autres projets. Il était à mûr. Il voulait son argent aussi. Donc, fait qu'il était très motivé. Puis là, quand il a vu que je tenais le focus, là, on a eu une super belle collaboration dans tout ça. Mais moi, j'ai expliqué la situation. Je dis, écoute, là, 24 logements, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je peux pas présenter ça. Puis c'est un peu malpropre, c'est ci et ça. Fait que j'ai proposé de prendre la gestion complète de son immeuble. Je pense qu'il n'y avait rien à perdre de toute façon. C'est vraiment pas tant bien géré. J'y déposais quand même ses revenus. Je m'en gardais une petite chose. Fait que là, si on comprend bien, là j'aime Ouais. ça. Tu as décidé de prendre charge. En sens où, effectivement. regarde, Ouais. l'immeuble est laissé aller. Même matin, je m'en vais à la banque, puis ça passe pas, c'est sûr, parce qu'il y a trop de vacants. Donc, puis là, ton prix te satisfaisait, c'est un bon prix Ouais. par rapport au revenu. Fait qu'au lieu de dire au vendeur, regarde, baisse ton prix encore parce que tu as 50 ce que tu as dit, regarde, je vais prendre avantage de ça. Moi, je suis prêt à faire la job. Donc, à mettre le temps, Ouais. également l'argent, je Ouais. sais pas, j'aimerais ça que je rentre en détail là-dessus. Mais je vais m'en occuper des locations, je vais monter ça à un niveau raisonnable, puis ensuite, je vais le présenter à la banque. Puis C'est- embarquer dans ton plan. Oui, j'avais l'avantage d'être juste avant les renouvellements. OK? Donc, je suis allé par priorité. Ben là, à un moment donné, je voyais ça aller, puis j'ai dit, bon, mais là, il faut vraiment que je mette de l'argent aussi là, de mes poches dans une immeuble qui ne m'appartient pas. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, là, t'as peu, là, faut que tu te protèges aussi, là. Fait que, d'un coup, que ça tombe pour une raison X, là. Alors, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris une garantie sur l'immeuble OK. avec mon notaire, puis on a fait ça en bonne et due forme. Regarde, je n'ai pris plus que moins en garantie, puis si jamais... Parce que non pas seulement tu t'occupais au niveau du temps de gérer, de remplir ça, mais également tu as investi Oui. un peu d'argent pour mettre les logements à niveau. Exactement, j'imagine. OK. oui, les aires communes, je commençais par là parce que c'était là la lacune principale. Tu rentrais là, puis être un futur client, futur locataire de là, tu voulais même pas louer à la base. Là, tu sais. Fait que juste les aires communes, parce que c'était pas très beau dans les aires communes, puis ça. Là, Quand il tu était à à laisser aller. l'automne, Là. puis là, toi, ben là, tu as commencé à faire des rénovations, remplir ça. Rafraîchi ça, effectivement. Puis mis les locations en vente. Puis là, ben, écoute, nous, on a reloué au bon prix. Oui. Puis quand j'ai présenté mon dossier à la banque. Combien qu'il y avait de vacants? Il n'y avait plus de vacants. Là. Il n'y avait plus de vacants? Il n'y avait plus de vacants, à 2-3, mais là, Là, en combien fin de mois après, renouvellement. ça a été. Écoute, ça a été ça s'est fait assez long, là, quand même, mais tu sais, quand on dit des fois les transactions, c'est pas toujours simple, là, dans ce cas-ci, ça a été long parce que, écoute, il y a même eu une contamination à travers ça, là. OK. Fait que, et ça a été plus long, j'ai renouvelé, puis là, la banque attendait, mais là, à cause de la contamination, on est obligé d'attendre encore la transaction. Et quand tu as attendu la contamination, puis Ben là, là, tu mis tous ces c'est efforts-là, ça. tu as dû commencer à être un peu nerveux. Mais écoute, intéressant. Fait que là, tu as été chercher ton financement, est-ce que tu as financé à valeur économique et tout? La banque était prête. Oui, la banque économique était là, tout était là. Mais là, le vendeur, à un moment donné, j'avais peur que ça en aille, là, parce que s'il y a une porte de sortie, il voyait bien que sa bâtisse était un peu à la même valeur. Fait que là, tu as tu sais. fait réévaluer. Oui, Ton c'est ça. évaluation, j'imagine, était beaucoup plus haute que le prix que tu t'étais entendu au départ. C'est clair.
C'est clair. Puis ça, c'est un risque, hein, parce que c'est ça justement, parce que là, tu as montré au vendeur que, regarde, tu sais, en plan, tu as fait de la job, lui, il aurait pu se revirer de bord puis dire, regarde, hey, finalement, c'est pas facile de gérer un immeuble. Oui, c'est pas. Ouais. Mais, tu sais, je pense que le bon échange qu'on a eu ensemble, on avait quand même une bonne ration, puis on les a pris un par un, puis, tu sais, il était pris avec une contamination aussi. Tu sais, maintenant qu'il voulait sortir, il fallait que ça soit réglé. Fait qu'on a tout réglé ça ensemble, puis on a renégocié. Tu avais bâti la relation avec lui. Oui, je pense que c'est important aussi de le mentionner, effectivement, parce que contaminé, même j'ai même, parce que là, le travail était fait, tout est là, puis il savait, il était pas fou. Il dit, ouais, mais là, la valeur, elle vaut ça, la contamination, tu vas payer. Là, tu sais, à un moment donné, fait on a négocié tout le long quand même. Donc, mais toute contamination fait, ça n'a pas coûté fait que là, finalement, si on retourne en arrière par rapport au prix que tu as entendu, par rapport à l'évaluation qui s'est faite. Oui. Fait que t'as pas, je veux dire, étant donné que l'évaluation est montée beaucoup plus haute que le prix s'est attendu, est-ce que tu as réussi à refinancer par la suite ou lors de l'acquisition, tu n'as quasiment pas déboursé? Lors de l'acquisition, j'ai pratiquement pas déboursé grand-chose. Pas déboursé. Fait que c'est pour ça qu'il fait que c'était un bon coup. Oui, effectivement. Je trouve ça, Pat, vraiment, là, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme histoire parce que souvent, les gens, là, tu sais, t'as pris charge de quelque chose en voulant dire, regarde, je vais encore chercher pendant 6 mois avant de trouver une occasion. J'ai celle-là qui est devant moi. Le vendeur, il est prêt à collaborer. Tu t'es structuré avec un professionnel, avec un notaire pour te sécuriser aussi. Puis, par la suite, bien, ça t'a permis en même temps de connaître l'immeuble aussi. Oh, oui, avant de faire de la J'aurais fait exactement le même travail après le propriétaire. C'est juste que là, j'ai devancé, je l'ai fait avant. Puis, puis ça m'a... J'ai comme... Ça t'a avantagé parce que tu as une autre mise de fonds. Automatiquement, tu n'aurais pas pu avoir la même chose. Quand même, il aurait été plein à ce moment-là. Normalement, ce travail-là, j'aurais fait ça, j'aurais acheté avec une mise de fonds. Puis un an après, j'aurais été refinancé. Là, il m'aurait redonné un peu le plus-value, si on veut. Mais là, ça s'est fait à une transaction. J'ai travaillé avant, elle est montée. Fait que c'était la mise de fonds d'un immeuble de quand même de 2 millions près, là, avec zéro mise de fonds. Là. C'est quand même... Écoute, félicitations, c'est vraiment intéressant. Vraiment une belle histoire pour ça. Ouais. Écoute, on va finir avec ça, il reste quelques minutes. Si tu aurais recommencé, Pat, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce une transaction que tu ferais différemment ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière au niveau d'investissement que tu ferais différemment aujourd'hui avec tout? Parce que là, par la suite, bien sûr, tu as suivi les formations et tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu en aurais? Écoute, je regrette pas beaucoup de choses que j'ai fait. J'ai pas fait tant d'erreurs flagrantes, mais je pense que c'est important, c'est passer à l'action, puis on apprend au fur et à mesure. J'aurais commencé plus tôt. Ça, c'est certain que j'aurais commencé plus tôt parce que l'immobilier, c'est le temps aussi qui fait que ça devient plus intéressant. Puis, formation, je dirais, à l'époque, il n'y avait pas d'option de formation beaucoup, là, mais aujourd'hui, avec l'Internet puis tous les connaissances qui se partagent, c'est primordial. Là, j'aurais grandi plus vite, probablement, au départ, parce que même cette acquisition-là, c'est un peu grâce au club aussi, là, que j'ai réussi à peaufiner là, le financement. Donc, la formation n'est pas négligeable, là, vraiment pas. Donc, j'ai jamais eu l'emphase un petit peu là-dessus. C'est de recommencer un peu plus tôt, peut-être te former un peu plus tôt. Mais ça, quand même, ce que j'apprécie, c'est que les formations sont très importantes. C'est pour ça qu'on est ici cette semaine d'ailleurs. Aucun doute. Réseautage et tout ça, quand tu vas réseauter dans les différents clubs immobiliers. Mais ça te permet aussi de créer des associations, faire ton équipe gagnante. On parle souvent d'équipe, ton équipe de rêve. Là. Bien, le réseautage te permet ça, justement, d'aller. C'est extraordinaire. Ce qu'on vit ici cette semaine, à tous les soirs, à tous les midis, on a des dîners. On est 80 personnes. Là, fait que, veux pas, tu vas butiner un petit peu partout puis aller chercher des trucs de tout le monde. Oui, les formations sont intéressantes, là, mais c'est beaucoup plus important que ça. C'est le réseautage qu'on fait puis les histoires. Hier soir, il y avait deux. Je ne veux pas donner de nom, mais il y a des gars qui ont conté leur histoire en détail après une coupe de verre. Puis c'est incroyable comment ils ont bâti ça. Puis c'est vraiment. Enfin, le réseautage est super important. Donc, Patrick, merci. Merci beaucoup. Vraiment apprécié. Puis peut-être un mot de la fin. Est-ce que tu aurais peut-être un livre, un mentor, ou un podcast, quelque chose que tu suggères aux gens? Ben écoute, ça se résume aux formations. Je dirais, moi, mon mentor, c'était longtemps M. Lépine. Oui. M. Lépine, c'était une inspiration pour moi. Tu sais, accumuler des portes, à un moment donné, c'est des choses que ça a sorti de sa bouche, là, puis à un moment donné, tu enregistres ces choses-là. Ça a une influence à long terme, il y a une certaine profondeur. Donc, je dirais, dans ce cas-ci, là, on a réussi immobilière. Puis,
Philippine mentor a pour moi, vraiment là. impacté beaucoup de gens. On s'en rend compte Ouais. encore cette semaine là, avec les dizaines de personnes ici qui ont accumulé des centaines de portes. Il y en a au moins une dizaine qui ont des centaines de portes, puis de voir l'impact qu'il y a eu dans ces gens-là. Donc, merci à tous pour votre écoute. Merci, Patrick. Oui, mais merci à toi. Ça m'a fait plaisir. de Donc, partager, ouais. encore une fois, tout le monde, si vous pensez que ça pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez, s'il vous plaît, taguez-le. Encore mieux que ça, le partager, ça serait vraiment apprécié. Donc, merci à tous. À bientôt. Ben, merci bien.